Voilà, je vais peut-être m'avancer ici. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être à nouveau avec nous cet après-midi pour un nouveau webinaire qualité et formation professionnelle, CFS+. J'ai à mes côtés Sabrina Dougados, maître Sabrina Dougados du cabinet Dittler France, et puis Stéphane, RMI, de la DGEFP, délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère du Travail. Et puis, notre sujet de cet après-midi va être de comprendre et d'analyser les nouveaux textes qui sont parus pendant l'été, qui sont parus récemment, sur en particulier l'apprentissage, sur le compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, sur Calliope aussi. Et ceux qui sont en cours. Et ceux qui sont en cours. Et ceux qui sont en cours, en particulier la sous-traitance. La sous-traitance, voilà. Et on va commencer par l'actualité jurisprudentielle. C'est-à-dire que, voilà, je remercie Sabrina de nous accompagner pour nous apporter l'éclairage juridique de tous ces aspects, et en particulier, parce qu'on en reparlera pendant le webinaire, sur l'importance de la partie contrôle dans les certifications dans un certain nombre d'éléments, et ce qui nous provoque de la jurisprudence sur les CPF. Donc, Sabrina. Oui, alors avec plaisir. Effectivement, on a peu, en réalité, on a peu de décisions de justice rendues en matière de CPF, donc au sujet du compte personnel de formation. Là, il s'agit d'un arrêt intéressant qui me paraissait effectivement utile de commenter parce que, alors, c'est un arrêt qui a été rendu par une cour d'appel de Grenoble, évidemment dans la formation de la chambre sociale. Et donc, c'était à l'occasion d'un contentieux qui opposait une entreprise employeur à son salarié. La décision est assez inédite et intéressante à observer puisque finalement, c'est la première fois que les juges ont reconnu la possibilité de pouvoir articuler une clause de dédit formation avec le compte personnel de formation. C'est une question qui, nous, en pratique, en tant qu'avocat, on nous pose souvent, à savoir dans quelle mesure on peut potentiellement proposer de faire signer aux salariés une clause de dédit formation, alors même qu'une partie de la formation serait par ailleurs financée via son compte personnel de formation. Alors évidemment, ça suppose quand même de respecter un certain nombre de conditions qui ont d'ailleurs été précisées à l'occasion de cette décision de justice. Je les rappelle très rapidement. Alors d'abord, c'est quoi l'objet d'une clause de dédit formation ? Son objet principal, c'est finalement de faire une sorte de rétention des potentiels pour lesquels des salariés pour lesquels l'employeur décide un peu d'investir là dans leur développement de compétences, puisqu'en fait, il s'agit de demander aux salariés de rester pendant une certaine durée dans l'entreprise à l'issue de sa formation, en contrepartie de quoi, évidemment, l'employeur accepte de financer l'intégralité des coûts pédagogiques. Donc, ces clauses de dédit formation existent depuis de très nombreuses années et c'est la jurisprudence, au fil des années, qui a détouré les conditions de validité, à la fois de fond et de forme, de ce type de clauses, qui ne sont évidemment pas des clauses pénales, puisque je le rappelle, les clauses pénales sont évidemment prohibées en droit du travail. Donc, la clause de dédit formation, concrètement, elle suppose d'abord d'être rédigée par écrit et signée par le salarié avant le démarrage de la formation. Elle ne peut évidemment porter que sur les coûts pédagogiques et non pas un mécanisme de remboursement de la rémunération du salarié. Ça, il y a tout un tas d'arrêts qui viennent assez régulièrement sanctionner les employeurs qui prévoiraient dans la clause de dédit une partie qui consisterait à demander au salarié de bien vouloir rembourser en gros le salaire qu'il aurait perçu pendant sa formation. Et parmi les autres conditions, il y en a une qui est importante et évidemment qui a fait l'objet là d'un cas concret dans le cadre d'une articulation avec le CPF, c'est qu'il n'est pas question pour l'employeur, évidemment, d'avoir une sorte de bénéfice indu par le mécanisme de la clause de dédit. Donc, il n'est pas question de demander aux salariés de rembourser les coûts pédagogiques et par ailleurs, sur les mêmes sommes, d'obtenir évidemment une prise en charge financière par un tiers payeur. Donc, ce sont bien deux mécanismes différents. La clause de dédit peut donc valablement être activée par l'employeur si le salarié, après sa formation, quitte de son plein gré l'entreprise et donc démissionne. Et bien dans ce cas-là, donc il démissionne évidemment pendant la durée qui était couverte par l'engagement de servir, si j'ose dire, dans le cadre de la clause de dédit. Et bien auquel cas, le salarié devra effectivement rembourser son employeur des sommes correspondantes.
Et ça n'empêche pas, ce n'est donc pas incompatible avec le fait qu'une partie des coûts pédagogiques aurait été par ailleurs financée dans le cadre du CPF. La seule chose, c'est qu'évidemment, il faut que le coût global de la formation soit suffisamment conséquent et donc il y a un caractère suffisamment onéreux au niveau de la dépense pour considérer qu'on puisse à la fois faire payer une partie de la formation via le CPF du collaborateur et couvrir l'autre part dans le cadre finalement de la clause de dédit, si tant est évidemment que le salarié ne respecte pas son engagement et donc quitte l'entreprise avant la fin du délai, donc de la période qui est couverte par la clause. Voilà, donc le mécanisme est intéressant. Ce qui me paraît d'autant plus intéressant, c'est dans le cadre de cet arrêt d'espèces qui a été rendu en janvier dernier, c'est de regarder un peu les montants en cause. Nous, on est assez prudents et assez vigilants sur les montants qui sont stipulés, enfin qui sont couverts par les clauses de dédit formation, et on a tendance à conseiller à nos clients de ne pas s'aventurer sur le terrain des clauses de dédit dès lors que les formations, clairement, s'élèvent à 1 000, 2 000, 3 000 euros. On considère que ce n'est pas des montants qui sont suffisamment onéreux. Là, en l'espèce, concrètement, la formation s'élevait à plus de 8 000 euros. Il y a une partie de ces coûts pédagogiques qui avait été pris en charge par le CPF, à peu près pour la hauteur de 50%, et le solde qui était couvert par la clause de dédit. Alors évidemment, l'engagement en termes de durée, l'engagement de servir qui était prévu par la clause, là aussi était raisonnable et proportionné. L'employeur n'avait pas demandé à son salarié de rester au moins 4 ans dans l'entreprise, et c'est ce qui a permis effectivement de reconnaître la validité à la fois de la clause de dédit et son articulation possible avec du CPF. Donc c'est une solution qui est intéressante, elle est assez pragmatique, et elle intéresse évidemment beaucoup de DRH, enfin beaucoup de services RH, dans la façon de pouvoir mobiliser ces clauses de dédit. Il y a un problème de son, c'est ça, Cathy Il faut parler peut-être un peu plus fort. Ah, parler un peu plus fort, oui, d'accord, mais... Bon. Ok. Voilà sur cette décision de justice qui me paraissait intéressant de commenter. Parfait, il n'y a pas de questions, j'imagine, sur le sujet. C'est un peu technique. Non, des commentaires, Stéphane? Renvoyer aussi sur les fiches pratiques de Centre Info, qui a déjà eu l'occasion d'aborder ce type de questions qui est quand même assez récurrente. Alors là, on évoque le CPF, elle n'a pas vocation dans les contrats d'alternance à être prise en compte. Donc, il y a aussi des spécificités par rapport à l'alternance. Là, on était sur un cas particulier qui est celui du CPF. Et donc, c'est des questions qui sont quand même sensibles, plutôt éclairées par la jurisprudence. Et encore, on n'a pas une totalité de jugement sur les différents dispositifs. Donc, voilà, renseignez-vous bien si vous voulez effectivement mettre ce type de clause dans vos contrats, de bien respecter les attendus. Et bon, je cite Centre Info parce que je sais qu'ils ont travaillé et que régulièrement ils mettent à jour cette fiche sur les clauses de dédit. Mais sinon, n'hésitez pas à prendre attache auprès de votre conseil habituel. Bien sûr. Évidemment, c'est en effet ce qui est le plus recommandé. Alors, on n'a pas de questions, donc on passe au sujet suivant. Paul, tu voulais intervenir peut-être? Non. Bah, je peux peut-être introduire le sujet suivant si vous voulez. Oui. Rapidement, donc sur ces actualités réglementaires, et peut-être rebondir aussi sur les données de la DARES du 29 septembre qui nous explique une diminution des entrées en formation sur le CPF, une diminution de 7%. Comme vous en avez entendu parler, donc ça a été beaucoup médiatisé, ce reste à charge. Les organismes de formation en ont beaucoup parlé, beaucoup de craintes aussi sur ce reste à charge, et une actualité qui est sortie fin du mois, au mois de septembre, le projet de reste à charge enterré. Donc ça va être intéressant de vous écouter, Monsieur Rémy et Madame Bougado, sur ces deux sujets. Alors, dans l'absolu, si on veut être précis, il faudrait mettre un petit point d'interrogation après le mot enterré. Voilà. Oui, mais très concrètement, parce que c'est un sujet effectivement sur lequel il y a pas mal d'attentes ou de préoccupations, on a un texte qui a été pris dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2023, hein, donc on est déjà sur un texte relativement ancien, qui a donc cette ambition de fixer le principe de la participation obligatoire du titulaire du compte
pour donc la mobilisation de son compte personnel de formation avec une exonération qui concerne les demandeurs d'emploi. Mais, comme souvent, les textes législatifs ont besoin de précisions réglementaires et cette disposition prévoit un décret en Conseil d'État, donc un décret qui évidemment a une certaine importance et nécessite l'avis du juge de dernière instance qu'est le Conseil d'État, et ce décret n'a pas été pris. Et le ministre Olivier Dussopt a eu l'occasion de s'exprimer assez récemment dans la presse et à plusieurs reprises pour indiquer qu'il n'y aurait pas de ticket modérateur, parce que c'est aussi la formule qui est souvent retenue en termes de sémantique. Pour l'année 2023, il n'y aura pas de décret qui viendra préciser donc cette disposition législative. Reste ouverte la réflexion en 2024, et donc on ne va pas aller au-delà du fait qu'il y a bien une réflexion qui se poursuit. Alors c'est vrai qu'il y a des hostilités, et notamment de la part d'un certain nombre d'organisations syndicales ou des représentants de l'offre de formation qui n'y sont pas du tout favorables. D'autres, et notamment du côté de mes petits camarades du ministère de l'Économie et des Finances, il y a plutôt une volonté d'aller mettre en place cette disposition. Encore une fois, j'insiste, elle est prévue par la loi de finances, donc c'est pas neutre. Et donc, de toute façon, cette réflexion, si elle doit aboutir à cette rédaction de décret en Conseil d'État, ne le sera qu'à l'horizon 2024. Et les pistes qui sont ouvertes restent les mêmes, c'est-à-dire pour quel public, pour quel type de formation, notamment, et évidemment, quel montant, quel type de formation, parce que ça peut faire sens. L'idée, c'est de savoir s'il y a une intermédiation qui rentre en ligne de compte ou pas. Est-ce que le projet professionnel est vraiment en lien direct avec le choix de la personne? Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'options qui peuvent se présenter. Et puis, évidemment, le montant qui est important, parce que ça peut évidemment avoir... il faut être attentif à ce qu'on ne dénature pas, ce qui est quand même un droit attaché à la personne, et aussi assurer l'égalité de traitement, évidemment, pour tous ceux qui auraient vocation à mobiliser cette participation obligatoire. Donc, on n'y est pas, si vous me passez cette expression, mais la réflexion se poursuit, mais désormais à horizon 2024. Sachant que sur ce point-là, peut-être juste une précision de technicien, mais c'est vrai qu'à partir du moment où la loi a posé le principe et a renvoyé un décret le soin de préciser les modalités, de deux choses l'une. Soit on modifie la loi pour dire qu'il n'y a plus de principe de reste à charge, soit à un moment donné, il va falloir que le décret soit pris. Absolument. Et on a quand même un concept de délai raisonnable dans le cadre duquel, effectivement, le ministère du Travail doit, entre guillemets, s'exécuter, si j'ose dire, c'est-à-dire effectivement prendre ce décret d'application qui a été effectivement imposé dans le cadre de cette loi de finances. Donc, c'est projet de reste à charge enterré pour 2023. Voilà, provisoirement. Voilà, on peut l'affirmer pour 2023. Pour 2024, ce sera plutôt sous forme interrogative. Mais encore une fois, on voit bien que c'est un sujet sur lequel les uns et les autres ont vocation à donner leur avis. Et en fonction de ça, effectivement, soit il y a un toilettage de la base légale, soit il y aura un décret qui sera pris en rapport avec ce que prévoit la loi, qui est quand même assez précise sur le cas de figure, notamment d'exonération possible lorsque il y a abondement de l'employeur, lorsqu'il n'y a pas assez sur le compte, ou pour l'exonération de droits des demandeurs d'emploi. Et pour l'instant, le texte ne dit pas autre chose. Oui, et ça, de ce point de vue-là, d'ailleurs, on peut peut-être, c'est une observation qu'on peut faire tout de même, c'est qu'on peut regretter le fait que dans ce texte de loi, finalement, les choses ont été si précises et assez enfermantes, parce qu'effectivement, les seules possibilités de dérogation au principe du reste à charge ne sont que pour les salariés, un cas particulier qui est l'abondement complémentaire, et donc non pas l'abondement supplémentaire, prévu par l'employeur et non pas par les autres financeurs. Et donc, effectivement, c'est assez réducteur des possibilités quand même de co-investissement qui existent, qui ont d'ailleurs été incitées par la loi depuis le principe en 2014 et renforcées en 2018. Et c'est un peu regrettable de voir que les seuls cas de contournement, si j'ose dire, de ce reste à charge, soient limités à ces cas d'abondement complémentaire par un employeur, parce qu'évidemment que les politiques de co-investissement en matière de CPF peuvent être pensées et développées à tous les niveaux, notamment dans le cadre évidemment de la négociation collective d'accord à tous les niveaux, entreprises, groupes et surtout branches professionnelles. Et c'est, je trouve, un peu, alors je me permets de prendre en considération encore de juriste, mais c'est dommage d'avoir loupé le coche, si j'ose dire, de ne pas avoir permis là un espace évidemment de réappropriation par les branches évidemment de ce qui pourrait ressortir de ce qu'on appelle ces fameuses politiques de co-investissement CPF. Je ne me prononcerai pas sur le choix définitif de la rédaction qui a été retenu, mais effectivement, les cas d'abondement sont bien plus larges, puisque tu as cité
ceux qui sont issus de la négociation collective, entreprise, groupe, branche. On pourrait ajouter les abondements qui existent par ailleurs, hein, d'abondement du compte, dotation du compte via les régions, via Pôle emploi, donc les OPCO également, qui ont conclu des accords avec la Caisse des dépôts et consignations qui gèrent mon compte formation pour le compte de l'État. Donc voilà, vous voyez bien que derrière cette question de participation obligatoire et d'exonération possible et de cas d'intervention, les options sont multiples. Mais voilà, on a un texte de loi qui est celui qui existe aujourd'hui et un décret d'application qui, de toute façon, s'il devait être pris, passera également par l'examen via le Conseil d'État, qui est aussi un point important, parce qu'évidemment, ce sera un regard en droit qui sera porté par le Conseil d'État. Alors, on prend 2 questions. Alors, la question de Christine, même un abonnement minime permettrait d'exonérer le titulaire d'un reste à charge. On n'en sait rien. Là, justement, ça fait partie des discussions. Hein. En revanche, pourriez-vous rappeler les conditions nécessaires requises par l'employeur pour demander à son salarié de mobiliser tout ou partie de son CPF? Là, pardon, mais la question est un peu à l'envers, si je peux me permettre. Oui. Celui qui doit prendre l'initiative, et pardon, mais c'est vraiment très important. Alors, peut-être que vous nous donnez l'occasion, en tout cas, de rétablir les choses. C'est la personne qui mobilise et qui prend l'initiative, ce n'est pas l'employeur. En revanche, évidemment, si elle le souhaite, hein, liberté de choisir son avenir professionnel, c'est aussi faire le choix de solliciter son employeur, parce qu'il peut y avoir un intérêt bien compris pour le salarié de faire la formation sur son temps de travail et de bénéficier de la rémunération, puisque le principe général que vous connaissez, temps de formation égale temps de travail effectif. Mais on peut faire aussi un choix librement de faire en dehors du temps de travail et sans avoir recours à l'employeur. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut bien poser l'équation. C'est d'abord et avant tout l'initiative de la personne, le droit lui est attaché, rattaché, et ce n'est pas l'employeur qui prend l'initiative. L'employeur a une responsabilité d'information, notamment lors des entretiens professionnels. Ça, pour le coup, c'est bien de sa responsabilité que d'informer sur les modalités d'accès, sur le CEP, sur le CPF, le bilan de compétences, qui peuvent avoir un intérêt pour la personne, mais ce n'est pas à l'envers. Après, il peut y avoir des accords d'entreprise qui peuvent conduire aussi à la mobilisation du compte personnel de formation. On est dans un cas de figure un peu particulier. Alors, il y a une question, enfin, comme je lis aussi la question, formation nécessaire à l'exercice de sa mission, ça veut dire, est-ce que ça veut dire formation obligatoire? Et tu as une formation obligatoire et tu vas mobiliser ton CPF pour faire cette formation obligatoire. Ouais. Est-ce que l'employeur peut exiger ça? Non. Non. La réponse est non. Voilà. Mais ça existe des employeurs. Oui, non, mais on sait bien que parfois il y a ce type de sollicitation de l'employeur qui, entre guillemets, conseille ou indique à son salarié que ce serait bien qu'il utilise son CPF pour pouvoir faire le CACES ou autre prestation. Encore une fois, j'insiste, c'est un droit qui est attaché à la personne, ça se fait avec son consentement et c'est lui qui prend l'initiative. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a, via la loi sur les abus et l'interdiction du démarchage en matière de CPF, fixé clairement les choses pour que le contact qui soit établi ne soit pas forcé, en tout cas n'ait pas pour objectif de forcer la conclusion de contrat et encore moins la captation de données personnelles pour des comportements qui là sont clairement frauduleux. Alors, pour répondre à la question, en attendant le décret, que peut-on faire? Continuer à travailler en absence de décret. Tant qu'il n'y a pas de décret sur le reste à charge, il n'y a pas de reste à charge. Donc, voilà. Ça reste, et avant tout, un dispositif qui est positif, qui est porteur. Le compte personnel de formation, je vous rappelle quand même pour tout le monde, hein, il est alimenté par son travail. Chaque année, les actifs alimentent leur compte. Et donc, il est en croissance naturelle, puisqu'on a de plus en plus de concitoyens qui vont sur le site et qui activent. Hein, vous savez qu'il faut activer son compte pour pouvoir identifier soit des euros pour les salariés du secteur privé et des heures pour les fonctionnaires, parce que c'est aussi un dispositif qui concerne les fonctions publiques, mais avec des spécificités qui sont liées à l'encadrement en la matière, et pour le secteur privé, donc salariés, demandeurs d'emploi, on peut y voir évidemment des euros, c'est le sens de la monétisation qui est intervenue en 2019. Donc le dispositif, il continue évidemment à la fois de s'alimenter par les cotisations annuelles, 500 euros, 800 euros pour les plus bas niveaux. Alors c'est vrai qu'il y a des plafonds, hein, à un moment qui interviennent à 5 000, 8 000, mais on a bien la possibilité évidemment d'activer son compte et de librement choisir une formation certifiante ou permis de conduire, c'est d'actualité, hein, avec l'élargissement permis moto qui est en cours. Mais donc le dispositif continue à vivre indépendamment de ce principe de participation qui de toute façon fera l'objet de concertation et qui fera l'objet des informations nécessaires en amont. C'est ça.
s'il devait avoir le jour. Voilà, le salarié qui n'a pas suffisamment sur son CPF, il peut regarder à Financement Opco, aller chercher un abondement possible. Voilà, si on est demandeur d'emploi, c'est évidemment via son conseiller Pôle emploi, mais ça peut être effectivement pour un salarié via l'Opco, la branche, son employeur, encore une fois, c'est quand même un cas de figure qui peut être intéressant. La branche, enfin, on a plusieurs cas de figure qui aujourd'hui fonctionnent, des régions qui interviennent aussi, qui sont en partenariat avec la Caisse des dépôts. Voilà. Alors, je propose de clore le sujet CPF reste à charge parce qu'effectivement, on est dans l'attente de ce décret qui est provisoirement mis de côté, mais qui va réapparaître. Je crois que ça, c'est une information qui est importante. Et puis, là, sur la slide, on parle de l'encadrement de la sous-traitance. Alors là, c'est un autre sujet, l'encadrement de la sous-traitance dans le cadre du CPF. Alors, on est toujours dans le sujet CPF quand même, mais le décret est paru. Alors non, il est pas paru. Il a été transmis. Bon, d'abord, il a fait l'objet, comme tous les décrets et les textes réglementaires, il a fait l'objet de consultations préalables, notamment devant la CNNCEFP. Derrière cet acronyme, en fait, c'est les représentants des partenaires sociaux, des ministères, des régions, qui se prononcent, qui donnent leur avis sur ce texte. C'est important parce que là, au cas d'espèce, c'est quand même un projet de décret en Conseil d'État qui a fait l'objet d'un avis unanime et positif de l'ensemble de la commission concernée. C'est un décret d'application de la loi de lutte contre les fraudes au CPF et l'interdiction des marchages qui est paru en décembre dernier. Donc, ça fait partie des textes d'application sur lesquels les engagements ont été pris. Et la ministre Carole Grandjean, en particulier, s'est assez fortement exprimée sur ces sujets, sur la nécessité de responsabiliser les donneurs d'ordre lorsqu'ils font appel, et parfois de manière massive et parfois de manière exclusive, à la sous-traitance. Donc, c'est ce qu'on cherche à encadrer à travers ce projet de décret. Donc, concrètement, il a été transmis au Conseil d'État et son examen a débuté il y a quelques jours. Donc, on est dans cette phase-là. Donc, le texte qui sortira du Conseil d'État, là, sera le texte qui sera ensuite publié au journal officiel avec une entrée en vigueur qui classiquement se fait au lendemain de la publication du texte, sauf si une disposition de ce décret prévoit une entrée en vigueur différée pour telle ou telle partie du décret, ce qui sera probablement le cas, notamment sur le contenu des contrats de sous-traitance, puisque le point nodal de ce décret, c'est d'organiser la relation entre le donneur d'ordre et son sous-traitant à travers les missions de formation qui lui sont sous-traitées, et c'est ce qui fera l'objet, les précisions du contrat de sous-traitance qui est prévu, mentionné par la loi. Hein, donc, on retrouve cet objectif-là. Et donc là, ce sera pour les nouveaux contrats. Ça n'a pas d'application évidemment rétroactive. Donc, le jour où le décret sortira, il prévoira peut-être ou sans doute une disposition qui permettra aux acteurs de la formation d'avoir un peu le temps pour anticiper les rédactions des futurs contrats de sous-traitance. Évidemment, ils pourront se faire autant que possible aider par leurs représentants habituels, les acteurs de la compétence, le CNOFDES, le CICFI, les consultants formateurs, tous ceux qui accompagnent les prestataires de formation. Là, on est d'accord que l'objectif de ce dispositif, c'est de lutter contre la sous-traitance de sous-traitance. C'est une autre disposition qui est en réflexion par rapport au texte, qui est de limiter à la sous-traitance de rang 1. Donc, on verra si les choses peuvent prospérer en ce sens. Mais il y a cette idée, effectivement, de ne pas diluer. Lorsque un organisme de formation est positionné sur mon compte formation, il est mis en vitrine. C'est quand même pas neutre. Oui. La Caisse des dépôts le met en vitrine. Il y en a à peu près 16 000 aujourd'hui qui le sont. À partir du moment où derrière, on fait appel à sous-traitance, on a le droit. C'est un modèle économique qu'on peut tout à fait admettre. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des responsabilités à avoir là-dedans. Et on veut effectivement faire en sorte que ceux qui vont se retrouver face aux bénéficiaires soient clairement identifiés et répondent aux mêmes exigences de qualité, que ce soit au titre de l'habilitation à former ou au titre de Calliope. Alors, il y a des cas de figure qui peuvent varier selon le statut, notamment des auto-entrepreneurs, c'est dans le projet de décret, ce qui peut faire varier ce niveau d'exigence, mais la réalité, c'est bien d'être transparent vis-à-vis de la Caisse sur la manière dont on veut travailler et la manière dont on va travailler. À partir de là, chacun prend ses responsabilités. Encore une fois, on peut sous-traiter, mais il faut en assumer évidemment la responsabilité et faire en sorte que le sous-traitant ne dévie pas par rapport à la certification visée. On est quand même sur des formations certifiantes. Eh oui, toujours. Et malheureusement, on a trop de remontées de terrain sur des écarts entre, et notamment lorsqu'il y a appel à sous-traitance, ce n'est pas exclusif non plus, hein, le cas que j'évoque, mais assez souvent donc des formations qui ne respectent pas
les référentiels associés à la certification. Et donc ça, c'est un enjeu sur lequel on va continuer avec la Caisse, avec France Compétences, de travailler et de réguler plus fortement, je le dis clairement, sur ces questions de contrôle pédagogique, au fond, qui se posent parce qu'il y a trop d'écarts et des bénéficiaires qui, du coup, se font léser par rapport à la certification qu'ils souhaitent atteindre et qui vient quand même sanctionner le parcours de formation et qui, derrière, a une valeur sur le marché du travail. Donc, c'est un enjeu fantastiquement important. Absolument, et on va revenir sur ce sujet-là dans la partie contrôle tout à l'heure, qui va prendre de plus en plus d'importance avec les contrôles de France Compétences et qui vont être renouvelés, enfin qui vont devenir importants. Et c'est pas seulement le contrôle de la Caisse des dépôts. Sur l'utilisation, effectivement, la valeur de la certification, et puis comment les certificateurs aussi contrôlent à la fois leur propre pédagogie et leur propre travail, mais le travail aussi, surtout, des réseaux de partenaires. Et tout ça fait un tout, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'objet de ce que nous faisons avec notre moteur de recherche certifproplus.fr, c'est que on met en avant d'abord la certification. C'est-à-dire que il ne faut jamais oublier que pour un CPF, au bout, il y a obligatoirement une certification RNCP ou RS. Donc, occulter ce côté certification est très, très embêtant, et en particulier dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens de l'organisme de formation qui prépare à une certification, et Calliope que sur le RNCP, mais exige des choses assez exigeantes par rapport à ça, mais Calliope ou pas, c'est une obligation. Et pareil, en sens inverse pour le certificateur. Le certificateur, il faut qu'il mette en valeur sa certification et qu'il dise un petit peu à quoi elle sert, comment. Donc il y a une partie contrôle qui va être importante. On a des questions sur ça ou voilà. Bon. Et peut-être ce qui peut être intéressant, ces contrôles, ces décrets, vraiment les prendre comme des opportunités et pas des menaces. C'est sur des opportunités pour mieux maîtriser ses sous-traitants, pour encore améliorer vos processus et donc améliorer la qualité et la performance de votre organisme de formation. Je reviens parce que ça m'a frappé là, une des remarques dans le chat, et je veux bien croire que parfois il y a ces pratiques-là chez certains employeurs, mais à tort. L'outil de développement des compétences des salariés de l'employeur, c'est le plan de développement des compétences. Et de surcroît, il peut être accompagné et financé par l'OPCO, notamment pour les entreprises de moins de 50, et puis éventuellement dans le cadre d'accords de branche qui peuvent intervenir. Et puis pour toutes les entreprises, elles ont accès au dispositif d'alternance. Donc non, le CPF n'est pas un outil qui doit se substituer au plan de développement qui est de la responsabilité de l'employeur. Le CPF, c'est l'initiative de l'individu. Donc tous ceux qui viennent à l'encontre de ce respect de ce principe se verront potentiellement sanctionnés si les écarts sont préjudiciables ou en tout cas portent atteinte au respect de ce droit. Donc le CPF n'est pas à la main de l'employeur. Ce qui est à la main de l'employeur, c'est le plan de développement des compétences. C'est même une obligation que pour lui d'adapter leurs salariés, les salariés au poste de travail. Je le rappelle, c'est des obligations juridiques et donc il faut les respecter. C'est important. Tout à fait. Sur ce point-là quand même, parce que tu as parfaitement raison. Je pense que pour pousser un tout petit peu plus loin quand même l'analyse et pour mettre un peu en relief ce qu'on appelle le co-investissement, le législateur, depuis l'origine, incite quand même les partenaires sociaux et les entreprises à développer ces fameuses politiques de co-investissement sur le CPF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, que l'employeur il a l'initiative du plan de développement des compétences, il a l'obligation d'assurer l'adaptation au poste et le maintien dans l'emploi de ses collaborateurs. Au-delà de cela, on a ce qu'on appelle les formations de développement des compétences. Quand on est sur le terrain du développement des compétences, c'était l'ex-catégorie 3 du plan de formation, devenu ex-catégorie 2 du plan de formation pour ceux qui étaient là il y a quelques années et qui n'existent plus aujourd'hui. Bon, là, on se retrouve dans le champ de ce qu'on appelle les formations non obligatoires. Bon, sur les actions de développement des compétences, l'employeur n'a aucune sorte d'obligation de financer quoi que ce soit. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Sur ce terrain-là, il y a évidemment un espace de discussion possible et je pense que c'est tout l'intérêt des politiques de co-investissement, parce que j'ai mon avis très personnel sur l'usage du CPF. Bon, mais je trouve que là où il y a un terrain d'entente bien intéressant à observer de plus près, c'est quand on a effectivement des espaces de discussion entre l'entreprise et le salarié pour effectivement financer des dépenses, des formations de développement des compétences, souvent plutôt longues parce qu'à caractère diplômant et donc onéreuses parce que notamment elles ont vocation à être suivies par le salarié pendant son temps de travail. Et là, qu'est-ce qui finance? C'est l'employeur.
et il n'y a plus de remboursement des salaires du salarié qui passe son temps en formation, que ce soit au titre du plan de développement pour les boîtes de plus de 50, que dans le cadre du CPF, antérieurement, c'était les OPCO qui remboursaient une partie des salaires. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc là, il y a quand même à nouveau un espace de discussion possible qui me paraît bien intéressant à réinvestir, en tout cas, où évidemment les employeurs ont un intérêt, dans le cadre d'ailleurs de leur politique de GEPP, à proposer à leurs salariés, effectivement, de potentiellement co-investir en mobilisant une partie de leur CPF. La contrepartie de cela, c'est que l'employeur accepte de financer la rémunération du salarié et donc accepte que son salarié se forme pendant son temps de travail pour obtenir une certification qui va lui permettre évidemment de valoriser son CV et donc améliorer son employabilité. Et donc là, on est bien sur ce qu'on appelle du win-win, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a un intérêt bien partagé à ce que le salarié mobilise son CPF et qui évidemment une part de co-investissement assez forte du côté de l'entreprise qui financera évidemment, le cas échéant, la part complémentaire qui ne serait pas couverte par le crédit d'euros qui figure sur le compte du salarié et qui, évidemment, au-delà, va financer également aussi les frais annexes et surtout le maintien de la rémunération de son salarié. Donc je pense quand même que le sujet un peu binaire de dire le CPF, c'est la chose du salarié, l'employeur n'y touche pas, et puis l'employeur, il s'occupe de ses affaires et de son plan de développement des compétences. C'est un niveau de lecture qui est juridiquement exact, mais qui, je trouve, de mon point de vue, mérite d'être quand même un tout petit peu mis en relief pour se dire, au-delà de cela, certes, pour de l'adaptation au développement des compétences et des formations obligatoires, c'est la lecture qu'il faut en avoir. En revanche, tout le sujet quand même de l'employabilité moyen-long terme, c'est du sujet qui relève du développement des compétences. Et il me semble que sur ce sujet-là, une façon d'investir intelligemment, c'est quand même d'avoir des espaces de discussion CPF. Ça n'empêche pas la discussion entre l'employeur et le salarié. On se rejoint. Ce qui est important, c'est un droit attaché à l'individu, c'est le sens du texte, et sa liberté, c'est de le choisir et de le mobiliser librement. Ça, on est dans les principes. Ce qui est important, c'est de faire respecter le principe du consentement. C'est celui-là qui est vraiment inscrit dans le marbre au niveau du droit. Bien évidemment, on a un enjeu d'employabilité. C'est pour ça qu'ont été développés les droits individuels depuis le DIF en 2004 et puis CPF et ensuite CPF version moderne. On a bien cette idée que la personne a aussi une responsabilité dans sa trajectoire professionnelle, dans sa carrière. Et ça, effectivement, ça peut faire espace de discussion, bien compris d'ailleurs, puisqu'évidemment, on peut ne pas avoir suffisamment sur son compte, on peut ne pas avoir le temps suffisant pour le mobiliser dans de bonnes conditions, et là, on peut avoir intérêt à s'entendre avec l'employeur. Alors, est-ce que c'est l'employeur qui propose, est-ce que c'est le salarié qui s'ouvre à son employeur? On va dire que l'espace de discussion, il est possible, et la logique de co-investissement, là je rejoins Sabrina, a tout son intérêt, et on a vocation à le développer. Il faut en respecter les principes si on veut qu'il n'y ait pas de dérive ou de détournement. Et encore une fois, le plan de développement a ses raisons d'être. Il peut être financé. Il y a des obligations juridiques qui ont été rappelées. Sur le champ des possibilités de contribuer au développement des compétences, il peut y avoir entente entre les parties et ça peut effectivement donner lieu à du gagnant-gagnant dans un certain nombre de situations. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles ça se passe bien. Il faut aussi qu'on soit un peu positif, mais il ne faut pas travestir en tout cas l'initiative quand même qui appartient au titulaire du compte, même si, encore une fois, en fonction de la situation de l'entreprise, les choses peuvent se faire en dialogue. Encore une fois, j'insiste, tous les 2 ans, il y a l'entretien professionnel, il y a l'état des lieux à 6 ans. Ce sont des bonnes occasions aussi d'aborder ces sujets. Alors, il y a beaucoup de questions. On essaiera de faire un petit document et puis je vous invite à vous inscrire au webinaire du 23 novembre que l'on va faire avec Alexa Rousseau de Veille Formation sur justement un peu les conclusions ce sera un peu la suite de ce webinaire d'aujourd'hui pour dire qu'est-ce qui va se passer en 2024. Donc, on reparlera forcément de cette question de sous-traitance et de la définition de la sous-traitance. Oui. Je vois la petite question sur le portage salarial. C'est bien l'entreprise de portage qui est au organisme de formation et qui assume l'ensemble des obligations qui vont avec. Donc, évidemment, la déclaration d'activité, le bilan pédagogique et financier, les obligations comptables. Et c'est cette société qui contractualise avec un financeur qui, potentiellement, exigera d'elle qu'elle soit détentrice de la certification Calliope, mais pas des salariés portés, puisqu'ils sont des salariés et non pas des travailleurs indépendants ou externes qui auraient, eux, besoin, s'ils interviennent en sous-traitance au CPF, parce que tu l'as bien dit, on n'est que dans le cadre du CPF pour la sous-traitance, d'avoir les mêmes exigences en matière de qualité. Voilà, il y a une question d'ailleurs, qu'en est-il de cet encadrement de recours à la sous-traitance? On est hors du cadre CPF. Là, est-ce que tu peux donner, c'est une question de la définition de la sous-traitance?
Oui, on appuie sur le bouton. Alors, la définition de la sous-traitance, c'est, à l'origine d'ailleurs, la sous-traitance, en fait, elle est encadrée par des textes juridiques assez anciens qui ont été rendus dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage dans l'univers du BTP. La sous-traitance, en fait, elle suppose une relation triangulaire entre le client final, qui n'est pas partie au contrat de sous-traitance, mais qui est le client bénéficiaire des prestations qui vont être sous-traitées, le donneur d'ordre, qui est donc l'organisme de formation, là, dans le cadre du CPF, qui est donc référencé sur EDOF, qui va sous-traiter sous sa responsabilité tout ou partie des prestations que lui a achetées le client final, a donc un sous-traitant, prestataire, qui va donc œuvrer pour réaliser sous la direction, ça c'est important quand même de le rappeler, sous la responsabilité du donneur d'ordre, qui va réaliser une partie des prestations qui lui sont confiées. Alors d'ailleurs, en matière de formation, ça peut être des prestations de nature pédagogique, péripédagogique ou de nature administrative. L'organisme de formation, il peut sous-traiter tout ou partie de ces différentes activités en sa qualité d'organisme de formation. Et en dehors du CPF à proprement parler, il n'y a pas d'interdiction de principe, quand on est organisme de formation déclaré, à sous-traiter tout ou partie de son activité. Juste une exception quand même, quand on a vocation à intervenir dans le cadre des marchés publics, quand on est prestataire de formation et qu'on répond à des appels d'offres, effectivement, il y a un principe là qui est prévu dans le Code de la commande publique, qui est un principe d'interdiction de recours à la sous-traitance, effectivement. Voilà, donc c'est des cas très spécifiques, et puis a fortiori, dans le cadre du CPF, on commence à avoir une réglementation un peu particulière là, qui vise à réguler davantage et à encadrer davantage les pratiques de sous-traitance. Qui fonctionne avec une modalité qui est un peu nouveau dans le paysage de la forme pro, qui est celui des conditions générales d'utilisation. Et c'est bien ces conditions générales auxquelles souscrivent, c'est important, les termes qui sont choisis et retenus dans le Code du travail par les titulaires de compte, mais bien évidemment par les prestataires de formation. Et donc, il y a beaucoup de précisions qui peuvent évidemment être éclairées dans le cadre des CGU et du respect de ces CGU par définition. Mais les termes qu'a rappelé Sabrina sur la loi de 75, qui définit les conditions de sous-traitance, sont vraiment les termes qui ont été repris dans la loi de décembre 22 sur l'encadrement sur les abus CPF démarchage. Et ce sont bien ces termes-là qui seront moteur par rapport à l'écriture du décret, enfin du projet de décret. Donc on est bien dans le contrat de sous-traitance qui délivre tout ou partie, enfin qui achète tout ou partie de la formation à un sous-traitant, et c'est bien ce contrat qui fera foi et qui devra être respecté et préciser les missions qui sont confiées. Juste un petit point dans ce que tu disais, Sabrina, sur la nature des activités qui peuvent être traitées en sous-traitance. Je pense que si je confie à un sous-traitant la partie administrative de mon travail, ce sous-traitant-là n'a pas besoin de numéro de déclaration d'activité. Parce qu'il y a cette question. Ce n'est pas de la sous-traitance formation. C'est pas de la sous-traitance formation. Voilà. C'est important de préciser. C'est important de préciser, c'est-à-dire que les sous-traitants dont nous parlons sont des sous-traitants qui ont un numéro de déclaration d'activité, et ce qui leur est confié, c'est la partie pédagogique, c'est la formation. C'est pas la partie administrative, financière, comptable, etc. Ni la partie de conception d'ailleurs d'ingénierie. Ni la partie d'ingénierie. Ou le passage d'une certification qui serait isolée. C'est vraiment ça. Ça peut faire partie de prestations de services qui sont par ailleurs, qui peuvent être sous-traitées dans d'autres cadres, enfin qui peuvent être l'objet de prestations de services, mais pas du contrat de sous-traitance en formation tel qu'il est prévu par les textes. C'est très important pour nos amis consultants formateurs, là, dont on reparlera, puisqu'on a une journée avec le syndicat, le SICFI, le 16 octobre. Évidemment, on demande un numéro de déclaration d'activité quand on facture de la formation. Et quand je facture une prestation de service de comptabilité ou de conseil, puisque c'est la partie conseil, ingénierie de formation ou ingénierie pédagogique, et que je n'effectue pas la formation moi-même, je n'ai pas besoin de numéro de déclaration d'activité. Voilà, ça, c'est important de le préciser. Alors, juste pour clore le sujet, parce que c'est toujours sur les réseaux sociaux de formateurs, c'est le numéro de déclaration d'activité n'est pas obligatoire pour les formateurs sous-traitants, puisque ça n'est pas dans la loi. Alors, c'est une erreur d'analyse qu'on répète et que la jurisprudence est venue éclairer également. Tout prestataire, quel que soit son statut, public, privé, personne morale, personne physique, qui réalise toute ou partie d'une action de formation doit être détentrice d'un numéro de déclaration d'activité et d'assurer, encore une fois, les obligations qui vont avec en matière notamment de BPF, qui lui-même prévoit justement
la ressource produit lorsqu'on travaille pour un organisme de formation donneur d'ordre. Donc, les choses sont parfaitement mises en cohérence et les sous-traitants en formation ont toujours eu vocation à déclarer leur activité. Alors, c'est vrai que depuis les démarches qualité, certains qui n'étaient pas forcément déclarés sont désormais tenus de le faire ou apparaissent désormais, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais l'obligation a toujours été celle prévue par les textes et bon, c'est pas faute de l'avoir rappelé à plusieurs occasions, par écrit, à l'oral, mais comme parfois certains entretiennent encore le doute sur cette question-là, et une jurisprudence est venue le trancher également, donc voilà, on le réaffirme clairement. C'est bien pour ça que je demande de le préciser, parce qu'il faut mettre fin à cette discussion qui est un serpent de mer, voilà. On passe au sujet suivant. Regarde juste la dernière question. La dernière question, aussi, évidemment, de ceux qui ne respectent pas la loi. Pour l'intervention ponctuelle d'un expert. Ah oui, c'est effectivement quelqu'un qui intervient, je fais appel à un coiffeur qui vient faire une petite démonstration sur sa façon dont il coiffe dans le cadre d'une formation qui dure une semaine. Mais le coiffeur qui vient juste nous montrer comment il fait une démonstration, il n'est pas formateur. Il faut faire quand même attention à ces différents cas de figure, parce qu'à un moment, s'il y a une réalisation, une partie de l'action, on est quand même dans le cadre où il faut se déclarer, etc. Simplement, d'abord, ce qui est important, c'est est-ce que ça se fait sous le contrôle de l'organisme de formation qui organise la session. C'est ça qui est important. Exactement. Si tu es là et que simplement à un moment, tu fais appel à une expertise parce que ça vient donner un éclairage particulier, mais que c'est bien sous le contrôle du formateur qui est en charge la formation, à ce moment-là, on ne va pas rentrer dans l'obligation de déclaration, etc. Mais attention quand même à bien prendre conseil et à ne pas se rater sur les exemples dont on parle, parce qu'on aura vite fait de se dire « ah, mais c'est juste de l'expertise, etc. » Attention quand même, si c'est encore une fois sous le contrôle du formateur qui a bien la responsabilité de l'action, qui est toujours là au moment où cette expertise est amenée, alors on peut l'entendre et l'accepter. Si ce n'est pas dans ce cadre-là, alors on est sur quelque chose qui va plus loin et on confie une partie de la réalisation de l'action, et à ce moment-là, il faut que la personne en question soit déclarée elle-même. Voilà. Je crois que ça, c'est clair. Moi, c'est ce que j'explique toujours dans le cadre de Calliope en particulier. C'est effectivement, si le formateur est là et que c'est lui qui a la responsabilité du groupe, c'est lui qui a la responsabilité pédagogique et la responsabilité administrative. C'est-à-dire la responsabilité administrative de faire les feuilles d'émargement, de faire le contrôle, en tout cas, de la présence, feuille d'émargement ou autre chose. Mais en tout cas, ça, c'est pas le boulot, effectivement, du coiffeur qui vient faire sa démo. Pardon, je pense que ça fait partie des solutions aussi qui peuvent être regardées par ceux qui s'intéressent à ce modèle d'intervenants extérieurs, ou justement de faire appel à la vacation, à l'occasionnel et des salariés occasionnels, pardon, je vais y arriver, qui sont prévus par les textes, et on peut tout à fait avoir des salariés qui sont traités dans ce cadre-là. Donc, et là, on n'a pas de problème de Calliope, de DA, puisque ce sont des salariés qui sont concernés et qui font partie du coup de l'organisation de l'organisme de formation. Donc, ça peut être aussi une solution de faire appel à des formateurs occasionnels. On le répète assez souvent. Alors, c'est vrai que c'est un encadrement, il y a des modalités, il y a un nombre d'heures qui ne doit pas être dépassé, mais c'est quand même une faculté qui peut être intéressante pour un certain nombre d'organismes de formation. Absolument. Monsieur qui est au Bénin, vous nous écrivez un mail et puis on vous répondra. J'essaierai de vous répondre. On passe au sujet suivant, peut-être, je le retourne. Nouveau droit à la formation pour les salariés exposés à des facteurs de pénibilité. C'est Paul, tu veux en parler peut-être ou... Non, c'est pas un sujet que je maîtrise, donc je vous laisse en parler. Mais ça va être très intéressant. On va faire ça en binôme. En binôme, voilà. Effectivement, là, on est dans le cadre de la réforme des retraites, avec des décrets d'application qui ont été publiés cet été et qui sont assez précis, un peu techniques, mais en substance, sans trop rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a quelque part des dispositions réglementaires qui viennent renforcer, et même créer d'ailleurs, des nouveaux droits en matière de formation pour des salariés qui sont exposés à des facteurs de pénibilité à certaines conditions. Et donc l'objectif là qui est visé, c'est quoi? C'est permettre à des salariés dont, globalement, la durée de vie au travail s'allonge, du fait évidemment de la réforme des retraites, c'est de leur permettre potentiellement de pouvoir soit partir plus tôt à la retraite, avec l'utilisation de leurs points au titre du C2P, soit potentiellement bénéficier d'une formation de reconversion professionnelle
en vue évidemment de se reconvertir et donc d'exercer un métier moins ou plus du tout pénible. Voilà, c'est ça l'objectif là de la réforme, enfin, en tout cas de ces textes réglementaires. Et donc on a 2 textes réglementaires qui ont été publiés avec, on va dire, deux mécanismes quand même notables, selon que les salariés sont dotés ou pas d'un C2P. Donc le C2P, c'est quoi? C'est le compte professionnel de prévention. Quand on est salarié, on n'est pas nécessairement doté d'un C2P, contrairement au CPF, qui est ouvert à tous les salariés du secteur privé. Là, le C2P, il est réservé uniquement à des salariés qui sont exposés à des facteurs de pénibilité, à l'exception d'ailleurs des facteurs de pénibilité dits ergonomiques. Voilà, parce que pour ces facteurs-là de pénibilité, effectivement, le salarié n'est pas doté d'un C2P. Et donc, par rapport à notre sujet formation-reconversion, les textes réglementaires distinguent les 2 situations, les 2 cas de figure. Selon que le salarié est exposé à un facteur de pénibilité, il est doté ou pas d'un C2P, eh bien, globalement, il va pouvoir, dans tous les cas, bénéficier d'une formation de reconversion afin d'exercer donc un métier moins pénible, selon des conditions et des modalités, pour faire court, qui seront un petit peu différentes. Voilà, en substance, puisqu'évidemment, dans un cas, le salarié va mobiliser son C2P et donc utiliser ces points qu'il aura acquis au titre du C2P pour les convertir et donc mobiliser son droit à formation, voilà, selon certaines modalités, dans le cadre d'un congé dit de reconversion professionnelle, tandis que dans l'autre, effectivement, comme il n'a pas ce C2P, il aura quand même effectivement une possibilité de pouvoir bénéficier, dans le cadre du PTP, du projet de transition professionnelle, avec, on va dire, un mécanisme de financement boosté, spécifique, qui va être assuré par les AT Pro, les associations de transition pro. Et donc, on va effectivement, dans les 2 cas, permettre aux salariés d'avoir des projets de reconversion professionnelle. Juste, enfin, le dire avec mes mots, mais on a bien 2 modalités. Donc, on a cette modalité de mobilisation au titre de la pénibilité. On a le compte C2P qui est là pour ça et qui permettra, pour cette partie-là, donc de faire appel à des projets de transition professionnelle qui seront accompagnés, financés par le PTP. Et puis, il y a une revalorisation du point correspondant. Et puis, il y a le 2e cas d'usage où on est sur des risques dits ergonomiques, où on va être sur des charges lourdes, sur des postures pénibles et qui ne sont pas donc reconnus, identifiés dans le compte pénibilité de prévention, mais qui vont pouvoir être accompagnés à travers le fonds d'investissement de prévention de l'usure professionnelle, d'où nom de FIPU, qui va être doté financièrement de manière importante. Je crois qu'il est question d'1 milliard d'euros sur 5 ans, donc c'est pas neutre, pour permettre d'accompagner ces projets de transition professionnelle, donc de manière spécifique pour les salariés qui seraient concernés par ces risques ergonomiques. Donc, dans les 2 cas de figure, on retrouvera un financement via les AT Pro, une instruction de dossier par les AT Pro au titre du projet congé de reconversion. Donc, il y a bien 2 modalités, soit au titre du C2P, soit au titre de ce FIPU qui va venir prendre en compte les situations de pénibilité ou de risques ergonomiques qui ne sont pas couvertes. Et pardon, les textes, donc Sabrina l'a rappelé, ont été publiés cet été. Il y a des arrêtés qui sont prévus par les décrets en question, un décret en Conseil d'État, un décret simple. Et donc, il y a des arrêtés qui sont en cours d'élaboration à la DGFP. Notamment, d'ailleurs, pour préciser, s'il y a des entreprises employeurs qui nous écoutent, pour préciser notamment les conditions dans lesquelles les employeurs devront cofinancer le dispositif de formation. Et donc, voilà, on est dans l'application de l'article 17 de la loi retraite, qui est en fait la loi de financement rectificatif de financement de la sécurité sociale. Intéressant. Là, je n'ai pas vraiment de questions sur le sujet, mais c'est un truc qui m'avait un peu échappé, donc merci. Non, puis je crois que c'est un sujet qui va monter crescendo. Les questions de prévention de l'usure professionnelle, les questions de reconversion, de transition, d'emploi des seniors. Enfin, on a là une thématique qui commence propice à une loi 2024. Alors, en tout cas, propice à des discussions, des négociations peut-être des partenaires sociaux et ensuite peut-être un processus législatif. Voilà, et le lien avec la loi retraite est aussi intéressant à faire. Je reviens juste une seconde sur le sujet précédent, parce qu'il y a une question qui nous a été posée sur les formations uniquement en ligne, qui fait appel à des sous-traitants, animation uniquement, qui sont résidents à l'étranger, sont-ils soumis devront obéir aux mêmes exigences de déclaration ou d'avoir un représentant amené sur le territoire à répondre à ces exigences. Donc, c'est bien une des conséquences, effectivement, des dispositions de la loi. Et donc, ça concerne aussi ces organismes qui sont à l'étranger. Donc, c'est normal que vous posiez la question, parce qu'on a souvent ça dans les modèles de formation langue. Et donc, oui, il y aura les mêmes exigences. Voilà.
C'est important de le rappeler, mais bon, c'est un peu technique, mais le numéro de déclaration d'activité de l'organisme étranger peut être porté par une entreprise française. Oui, c'est un établissement français, Voilà, c'est un établissement en France, bien sûr. Voilà. C'est ça. Mais je voulais qu'on réponde Oui, quand oui, même à cette question. C'est des questions qui reviennent régulièrement, c'est normal. C'est tout à fait normal. Je pense que sur le PTP, le projet de reconversion professionnelle, sur la pénibilité, enfin, je pense pas qu'on soyez ait de questions. attentifs voilà, aux textes, notamment aux arrêtés qui vont apporter des précisions sur le fonctionnement. Mais après, on sera sur le dispositif de droit commun qui est le projet de transition professionnelle, hein, qui est donc financé dans le cadre de la contribution unique des employeurs. Je voulais aller un peu dans le sens aussi de Sabrina par rapport au rôle employeur-salarié entre CPF, initiative, consentement, proposition. Ce qui est important de rappeler, c'est que c'est bien l'employeur qui finance, hein, à la base, à travers la contribution unique à la formation professionnelle. Le CPF, il est aussi mobilisé grâce à ce financement des employeurs à la base, donc c'est important aussi de le rappeler. Et parmi les usages de cette contribution unique, outre évidemment l'apprentissage d'alternance, ça permet de financer aussi le CPF de transition qui s'incarne dans le projet de transition professionnelle. Absolument, à ne pas oublier le CPF de transition, effectivement. Il est là. Il est là. Parfait. On passe peut-être au sujet suivant. Justement, l'apprentissage. Sur la question qu'on vient de traiter, je ne pense pas qu'on ait de questions particulières, puisque comment savoir si le salarié a CDP? Est-ce que l'employeur qui le met en place sous la demande du salarié? C'est une question. Pardon, c'est quoi le CDP? Non, je pense que c'est sur le C2P. Pardon. C'est le salarié qui est titulaire de... Mais c'est peut-être sur le cofinancement, je ne sais pas la question. La question n'est pas claire. Bon. Sur l'apprentissage. Alors, allons-y sur l'apprentissage. Alors, je me permets peut-être de prendre la parole en premier. On y va, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Bon, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas remonter à la loi du 5 septembre 2018, mais ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais quand même. Non, plutôt pour dire que l'ambition est toujours aussi forte et ambitieuse, puisque donc l'objectif à fin du quinquennat actuel, c'est d'atteindre le million d'apprentis donc à fin 2026. Donc évidemment, on a un plan de charge et de développement qu'on espère à chaque année franchir. Ça a été le cas en 2022 puisqu'on a passé le cap des 800 000 contrats pour le seul secteur privé. On continue aussi de progresser dans les contrats du secteur public. C'est important, à peu près 20 000 contrats dans les 3 fonctions publiques, État, territoriale, hospitalière. Et donc, on a atteint les objectifs au titre de 2022. Donc, on espère bien les atteindre au titre de 2023. Ça se joue évidemment en ce moment, puisque beaucoup des contrats ont été conclus cet été ou le sont actuellement au mois de septembre-octobre, qui sont vraiment la période très importante de conclusion des contrats d'alternance. On a ici, dans ce bureau à côté de nous, 2 alternants, enfin qui ne sont pas loin, qu'on salue. Et donc voilà, c'est vraiment la rentrée de l'apprentissage, de l'alternance d'une manière générale, parce que j'oublie jamais les contrats de pro, même si là on ne parle que de contrats d'apprentissage. Et donc ça se joue beaucoup de septembre, octobre, novembre, même décembre reste un mois important d'entrer dans ces dispositifs. Donc ça, c'est pour l'ambition, avec aussi un soutien aux employeurs, puisque vous savez qu'on a désormais une aide unique pour la première année de contrat à hauteur de 6 000 €. Donc c'est important de rappeler aussi qu'on a ce soutien de la puissance publique et ça a un coût. Il faut penser aussi à notre cadre budgétaire et à notre déficit budgétaire et aux questions de dette et d'intérêt de la dette qui ne sont jamais très loin. Et donc, c'est important de bien mesurer aussi l'effort budgétaire qui est consenti par l'État en la matière. Il y a aussi des exonérations de charges qui ont un coût pour le budget de l'État. Mais bon, c'est aussi un investissement et on s'y retrouve aussi à partir du moment où un certain nombre de jeunes ont du boulot, ils consomment, ils ont des revenus et donc ils les injectent aussi dans l'économie. Donc il y a aussi de la croissance derrière et c'est important pour notre système au global. Et puis surtout, ça permet d'avoir une compétitivité aussi qui se renforce avec des salariés qui sont de mieux en mieux formés, parce que l'apprentissage, c'est quand même un contrat de formation. Hein. On se forme, mais on est aussi titulaire d'un contrat de travail et c'est important. Donc ça, c'est pour les ambitions, le soutien qui reste effectif auprès des employeurs, quelle que soit la taille, hein, moins de 250, plus de 250. Et là aussi, ça fait débat, hein, ces options-là, pour tous les niveaux de certification. Et pour l'instant, on est toujours donc avec ces paramètres-là, ces sous-jacents-là, qui permettent de soutenir le développement de l'apprentissage et de l'alternance à travers les contrats de pro qui, eux, ont cette faculté aussi de s'adresser aux adultes.
plus récemment, et c'est mentionné dans le slide là à l'écran, il y a ce qu'on appelle un décret de carence qui est venu, donc qui est un décret du 6 septembre avec une application, donc publication au JO le 7 et donc application au 8, avec le référentiel de France Compétences qui reprend l'ensemble des valeurs dites de carence, je vais y revenir dans un instant, et des niveaux de prise en charge qui ont été déterminés par les branches et qui permettent donc d'avoir la lisibilité sur les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. Ça avait fait l'objet de discussions en amont, et notamment avec une baisse en moyenne qui était de 10%. Il y avait une première baisse en 2022, il y en a une seconde qui s'exécute à travers ces équilibres-là, et qui eux-mêmes sont fondés sur la comptabilité analytique des CFA qui remonte à France Compétences. Donc on ne part pas de rien, évidemment. C'est à la fois le rôle des branches que de positionner des niveaux de prise en charge, c'est aussi les comptes analytiques des CFA qui permettent de trouver le bon équilibre. Pourquoi la carence? Parce que justement, on a un certain nombre de certifications qui ne reçoivent pas de positionnement des branches. Et à l'occasion de l'exercice qu'on a vécu, ça a été particulièrement vrai. Et on a donc un certain nombre de valeurs beaucoup plus importantes qu'on aurait pu l'anticiper, qui parfois concernent des certifications pour lesquelles des modèles de CFA fonctionnent quasiment exclusivement là-dessus. Et donc, si vous avez des valeurs de carence qui sont particulièrement basses, puisque les branches ne se sont pas positionnées, ça peut mettre en difficulté les CFA en question et possiblement des effectifs d'apprentis qui ne sont pas négligeables. Donc, le choix a été fait de prendre un deuxième décret qui est là, qui a été soumis à la consultation de la CNNCEFP, donc cette commission de négociation collective sur le sujet emploi Forme Pro, pour venir corriger ces valeurs de carence qui pouvaient mettre en difficulté, parce que particulièrement défavorables à un certain nombre de CFA qui étaient positionnés sur ces valeurs-là. Et comme on a un objectif général de convergence des niveaux de prise en charge, qui est une des missions de France Compétences, le choix a été fait d'intervenir pour rehausser ces valeurs-là. Et pour un souci d'équité, d'égalité de traitement, ça sera évidemment applicable au lendemain de la publication de ce décret. Donc là, probablement, le décret va être publié demain avec une application jeudi, si c'est toujours le lendemain de la publication du texte. Mais le contenu du décret prévoit qu'il y aura application à compter du 8 septembre pour les contrats qui avaient été conclus d'ores et déjà cette période pour qu'il y ait équité de traitement. Donc voilà, c'est un peu technique. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les branches qui ont vocation à se positionner. Lorsqu'elles ne le font pas ou qu'elles ne respectent pas les recommandations de France Compétences, alors l'État est tenu de prendre un texte de carence, qui est un texte du ministre du Travail et du ministre du Budget pour venir fixer ces valeurs. Et donc là, on a un deuxième décret qui va venir rehausser certaines valeurs qui pouvaient porter fortement préjudice à certains CFA effectifs d'apprentis. C'est un nouveau décret. Hein, oui, c'est un nouveau décret. C'est pas un arrêté. Oui, d'accord. Merci pour ces précisions. Pour avoir travaillé dans un CFA, c'est vrai qu'on appréhendait l'actualisation de ces niveaux de prise en charge, surtout ces dernières années où on pouvait constater que les charges ont augmenté et les niveaux de prise en charge baissaient. Donc après, il y avait d'autres solutions comme le reste à charge au niveau des entreprises pour remédier à ce niveau de prise en charge et bien couvrir la totalité des coûts de la formation de l'apprenti. Et je pense que par rapport à la réflexion que tu fais, Paul, on reste toujours sur un objectif qui est d'essayer de déterminer le juste prix. J'aime pas beaucoup cette formule, mais enfin bon, elle parle à peu près à tout le monde. Mais ça peut vouloir dire effectivement, et c'est déjà le cas dans un certain nombre de situations où les entreprises ont un reste à charge parce que la formation est particulièrement coûteuse, mais aussi de qualité, et le CFA est en capacité aussi de facturer la prestation qu'il délivre. Et l'employeur peut être tenu, malgré un niveau de prise en charge qui vient aider, qui vient subventionner cette offre d'apprentissage, d'avoir un reste à charge. Et peut-être que demain, les branches pourront être amenées à définir de manière encore plus précise leur politique, mais pour ça, il faut ouvrir le champ de la loi. Et peut-être ce sera une des dispositions futures qui permettrait, à l'occasion des accords de branche conventionnels, de pouvoir intervenir sur la matière apprentissage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans le corpus légal. Très bien. Est-ce qu'on a des questions sur l'apprentissage? A priori, non. Cathy alors, on est revenu sur la sous-traitance dans les questions. La réponse est oui, hein, sur la sous-traitance pour le bilan de compétences, c'est la même chose, c'est une action de développement des compétences qui est dans l'article L6313-1 du Code du travail. Oui, le bilan, il est comme
effectivement, tu connais bien la référence du 63-13-1. Oui, On a les actions de formation traditionnelles, les bilans de compétences, les actions d'accompagnement à la VE, qui elle-même fait l'objet de développement en ce moment, et puis les actions de formation par apprentissage. C'est ça le champ, de la Forme Pro. Voilà. Donc, évidemment, il peut y avoir sous-traitance sur les différentes catégories d'actions. Après, le bilan, pour nous, est quand même une prestation qui est bien particulière et on considère que soit on sous-traite la totalité du bilan, soit on l'exécute directement. On ne le saucissonne pas. Mais juste un mot, puisque c'est normal, hein, qu'il y ait un certain nombre de remarques ou de questions sur ce décret. S'il vous plaît, attendez déjà de voir la sortie du texte après le Conseil d'État, parce que le texte qui fera foi, c'est celui qui sera publié au journal officiel. Et derrière, il y aura les foires aux questions, il y aura évidemment les précisions qui devront être apportées, c'est normal. Il y aura un webinaire qu'on refera. Et on pourra refaire un webinaire autant que de besoin, mais voilà. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, on est sur un projet de décret. Voilà. Il a été vu en consultation obligatoire. Il est examiné actuellement par la section sociale du Conseil d'État, voilà, qui ne s'est donc pas encore prononcé. Et le texte qui sortira de la section sera celui qui sera publié, avec peut-être un espace-temps pour permettre l'application notamment des nouvelles règles sur les contrats de sous-traitance. On revient sur l'apprentissage. Du coup, il n'y avait pas de questions sur l'apprentissage. Paul, tu veux rajouter quelque chose? Sabrina? Non, bah peut-être faire le lien donc avec la diapositive suivante. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez rappelé les objectifs de la France en termes de contrats d'apprentissage. Mais ce que je trouve intéressant, c'est malgré ces objectifs de quantité, on est vraiment aussi sur des objectifs de qualité. Et c'est ça qui va apporter un résultat intéressant et qui permettra d'apporter tout le bénéfice des contrats d'apprentissage. Et donc, ça en lien aussi avec un nouveau contrôle pédagogique des formations par apprentissage. Donc, je me mets à la place des CFA qui se disent « Ah, bon, on s'est déjà mis en conformité par rapport à Calliope. Maintenant, on a encore un autre contrôle. » Donc, peut-être de leur dire j'ai regardé un petit peu toutes les exigences de ces contrôles qui sont vraiment intéressantes et on rentre en effet un peu plus sur la pédagogie. Donc, on va parler des référentiels de compétences, des diplômes de l'éducation nationale, le suivi des apprentis en entreprise, et vraiment, toutes ces exigences, elles sont en lien avec les attentes et les besoins des apprentis. Donc, elles vont aussi améliorer la qualité et ce sera que bénéfique pour vos apprentis. Bon, je crois que Paul a bien résumé la situation et l'enjeu. Incontestablement, sur le quanti, on y est. On a une offre de formation par apprentissage qui a triplé. On a donc un nombre de flux de contrats d'apprentissage qui est inconnu, inédit en France depuis de nombreuses années. On cherchait à dépasser les 300 et quelques mille contrats annuels. Je parle bien des flux, je ne parle pas des stocks qui étaient de l'ordre de 400-420 000. Là, on est bien à plus de 800 000 entrées chaque année en apprentissage. Donc là, les résultats sont assez exceptionnels. C'est important de le souligner. On travaille aussi sur l'apprentissage transfrontalier. C'est important de ceux qui nous écoutent de comprendre que là, ce sont aussi nos voisins qui nous regardent et qui viennent chercher aussi des solutions par rapport au modèle français, que ce soit outre-Rhin, mais d'une manière générale avec tous ceux qui partagent des frontières avec la France. Et ce n'est pas simplement du coup nos voisins européens, c'est aussi la zone Caraïbe ou d'autres qui s'intéressent à ces sujets. Je referme la parenthèse, mais c'est des questions qualitatives sur lesquelles on travaille aussi, même si les cohortes restent modestes, c'est important. Sur l'enjeu qualité, il y en a un qui est très concret, c'est lutter et de prévenir les ruptures de contrat. On a encore des secteurs d'activité pour lesquels il y a de trop nombreuses ruptures, donc il faut essayer de corriger ça. Les branches font des efforts en la matière, mais c'est aussi une question de sourcing, d'avoir une vraie compréhension des attendus d'un métier. Aller dans le secteur HR ou dans le BTP, ça a aussi parfois des exigences et des contraintes qu'il faut mieux identifier en amont. Mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en la matière. Il faut qu'on continue à prévenir de ce point de vue-là les situations qui peuvent découler sur des ruptures. Il y a globalement tout ce qui doit conduire effectivement au respect des certifications et des référentiels. Tu le disais, l'apprentissage, c'est certifiant. On vise des diplômes ou des titres à finalité professionnelle. Il faut évidemment respecter les caractéristiques. Et donc, l'ensemble de l'ingénierie de certification qui va avec doit être aussi satisfaite par les prestataires de formation qui conduisent à ces diplômes et à ces titres. Singulièrement en matière d'apprentissage, on est sur de la formation initiale. On a des objectifs éducatifs qui sont associés à cette formation alternée avec les fameuses 14 missions qui doivent être assurées, accomplies par les CFA. Donc oui, les modèles peuvent tourner, y compris en matière hybride, en matière distancielle. Il n'y a pas de mauvaise pratique par définition.
Ça, il faut couper et tordre le cou à ces idées. Il y a des mauvaises pratiques partout, en présentiel également. Simplement, il faut pouvoir sanctionner ceux qui pratiquent de manière non qualitative, ou en tout cas les inciter fortement à se remettre dans les clous et dans les règles de l'art. Parfois, il y a aussi des fraudes en la matière. Et puis, il y a une amélioration globale de l'offre de formation, CFA compris, et ça, c'est toute la démarche de type Calliope, mais c'est aussi la question du contrôle pédagogique. Et c'est vrai que là-dessus, il y a ce contrôle d'inspection, apprentissage, éducation nationale, mais je pense que France Compétences, notamment, qui est l'instance de régulation dont on s'est doté, a vocation à renforcer son rôle en la matière et de responsabiliser les certificateurs, notamment. Je ne parle pas des certificateurs au sens COFRAC, mais bien de ceux qui viennent déposer des certifications RNCP ou RS. Là, il y a une responsabilité qui va être de plus en plus appelée, vérifiée, contrôlée, et France Compétences, comme d'autres, seront amenés à intervenir sur ce champ parce qu'on a trop d'écart, parfois, entre ce qui est promis vis-à-vis des bénéficiaires et de ce qui est mis en place. Donc ça, on sera effectivement dans les années qui viennent. Je dis les années parce que c'est une politique qui sera une politique de régulation profonde. On ne fera pas, évidemment, de cadeaux sur cette partie-là, à partir du moment où il y a de l'argent public qui est investi. Il faut bien l'entendre. Hein. Ce n'est pas pour embêter l'offre de formation, c'est parce qu'on y investit de l'argent public et que l'on veut aussi des résultats. Et de plus en plus, cette culture du résultat et l'approche qualitative sera forcément au rendez-vous et attendue. Alors, faut s'entendre un petit peu aussi sur ce qu'on entend par contrôle de la qualité pédagogique. Parce que je vois aussi toujours sur les réseaux sociaux de formateurs, mais Calliope, pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui vient s'installer au fond de la salle et puis faire des observations sur la qualité de la prestation du formateur? Et je dis, pour avoir été enseignant et connaître les inspecteurs départementaux de l'éducation nationale, le contrôle pédagogique, c'est un métier. Qui est un métier qui est dévolu aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale, lesquels inspecteurs interviennent, le cas échéant, dans les CFA. Alors, demander à des auditeurs ou des auditrices Calliope d'avoir les compétences pour juger de la façon dont on utilise de la bonne pédagogie pour faire, je sais pas, une formation sur des machines-outils que la personne ne connaît pas, pardon, mais c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà. Et le contrôle pédagogique, je crois qu'il ne s'agit pas de ça. Quand on parle chez France Compétences de faire du contrôle, c'est le contrôle de l'organisme certificateur de compétences. Parce que moi, j'ai commencé à dire, il y a 2 certificateurs. Il y a effectivement les certificateurs qualité qui sont reconnus par le COFRAC, et puis il y a les certificateurs de compétences qui sont reconnus par France Compétences. Voilà. Parce que quand on dit organisme certificateur, on ne sait pas de quoi on parle. Bon, c'est vrai que la terminologie ne nous facilite pas toujours la vie, puisque derrière ce même terme, on a effectivement des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC, c'est la terminologie certificateur qualité qui permet donc d'aller sur des processus de délivrance. Calliope, c'est un examen sur le processus de délivrance des actions. Ce n'est pas un examen sur la qualité de chacune des actions, même si elles sont forcément auditionnées pour vérifier les process. Alors, c'est vrai que parfois, ça vient se recouper ou qu'il y a confusion ou parfois un peu mélange par rapport à l'intervention des contrôles des financeurs qui, eux, ont cette responsabilité de contrôle des actions. On le sait, on est souvent interpellé, et je crois que ça a été aussi dans le chat. Donc, on essaye de travailler évidemment sur ces questions de renforcement de la mutualisation, de coordination, de programmation. Dans les finalités, les contrôles n'ont pas forcément la même finalité, le même objet, mais c'est vrai qu'on travaille sur cette coordination, ce rapprochement pour bien identifier qui a vocation à faire quoi. Et on continue de travailler. On aura sans doute l'occasion à l'automne de venir présenter un petit peu les résultats des travaux qu'on a pu conduire sur ces questions-là. Encore une fois, se mettre aussi d'accord sur la notion de qu'est-ce que c'est qu'un contrôle pédagogique, parce que s'il s'agit d'aller observer un formateur pour voir s'il se comporte bien comme formateur et s'il a la qualité pour le faire. C'est pas tout à fait ça qu'on vise. On est en plus dans la formation des adultes. Et on est dans la formation des adultes. Apprentissage, pour le coup, on est c'est un peu autre chose. On est encore une fois sur la formation initiale, c'est un peu différent. Voilà, mais l'éducation nationale intervient parce que ce sont des mineurs et que l'éducation nationale a son rôle, évidemment. Et l'État exerce bien un contrôle à la fois administratif, financier et pédagogique dans le cadre de l'apprentissage, contrairement au contrat pro, qui lui relève de la formation continue. Là, on est dans un autre versant, un autre univers. Effectivement, c'est un peu fictif tout ça, mais conceptuellement,
l'État n'exerce pas de contrôle pédagogique sur la partie formation professionnelle continue, dont relèvent notamment les contrats de pro. Alors, même si, nuance là-dessus. Non, mais, mais tu as raison. Enfin, c'est même expressément sur la partie ouais. formation continue. Donc, les contrats de pro font partie de la formation continue. Ce qui est l'objet du contrôle, c'est à la fois l'administratif et le financier, et les moyens pédagogiques, c'est-à-dire l'adéquation entre les moyens et les objectifs attendus. Ce n'est jamais, et c'est même expressément inscrit négativement, on ne contrôle pas les qualités pédagogiques, c'est-à-dire on n'est pas là pour juger de la pertinence d'une méthode pédagogique par tel ou tel formateur. Mais parce qu'on est dans la formation, ça a fait débat dans les débats parlementaires qui datent maintenant d'un certain nombre d'années, il y a eu débat. Mais il a été considéré qu'on était dans la formation des adultes, etc., et que ce n'était pas souhaité d'opérer ce type de contrôle. En revanche, sur une dimension éducative, on peut davantage l'entendre et le comprendre. Voilà, je pense que c'est important de remettre un petit peu ça en perspective, la différence entre les deux, quand on parle de contrôle pédagogique. Surtout quand on est OFA et qu'on a vocation en tant qu'OFA à accueillir à la fois des alternants en contrat de pro et en contrat d'apprentissage. C'est ça. Dans les mêmes cursus et les mêmes promos, c'est vrai que c'est quand même Mais pour finir sur le contrôle pédagogique, c'est aussi, et ça va faire l'objet de nos dernières slides, sur la partie du contrôle, en partie de France Compétences, sur les certificateurs de compétences et sur la façon dont ils exercent un contrôle aussi de la pédagogie, c'est-à-dire des résultats obtenus par les prestataires partenaires qu'ils ont habilités à former. Ils ont été habilités à former ou habilités à former et évaluer. Eh bien, il faut qu'il y ait un contrôle du certificateur sur la façon dont ces personnes sont habilitées à former, des résultats qu'ils obtiennent. Après, par quelle pédagogie, c'est une affaire, mais le contrôle pédagogique, ça va être ça, c'est quel résultat avez-vous en tant qu'organisme formateur de formation, partenaire pour préparer ma certification. Et les moyens qui sont mis en place. Et les moyens de contrôle qui sont mis en place. Voilà. Alors, ça va faire l'objet de notre webinaire du 19 octobre avec Paul Isaline, qui est dans le bureau à côté, qui est une ancienne instructrice de France Compétences, qui travaille avec nous pour les dépôts de répertoire avec Paul. Et on aura aussi Clément Biche de chez MyCertif pour la partie accrochage et contrôle, justement, de toute la partie administrative, qui est très, très, très importante pour les certificateurs et les organismes partenaires. Paul, je t'ai empêché de parler. C'est moi, peut-être un dernier point pour les CFA, ça me tient à cœur, mais il y a beaucoup d'apprentis mineurs en CFA et c'est eux qui sont beaucoup touchés par les ruptures, par les abandons, surtout sur des petits niveaux, CAP, Bac Pro. Et c'est une chance aussi en tant que parent en France de se dire « Ah, si je mets mon enfant dans un CFA, il y a une assurance de qualité, il y a un gage qualité parce qu'il y a des contrôles qui sont effectués et je sais que le CFA va bien s'occuper de mon enfant avec une formation certifiante à la fin qui aboutira sur une insertion professionnelle parce que les CFA doivent communiquer aussi leur taux d'insertion au ministère. Voilà, sur ce petit point. Très bien, le temps passe très vite en votre compagnie et il nous reste un petit quart d'heure, donc on va passer à la partie contrôle justement, qui est un point important. Donc si je peux me permettre, j'ai envie de dire que les organismes certificateurs de compétences, donc qui sont reconnus par France Compétences puisqu'ils ont des certifications enregistrées au RNCP ou au RS, peuvent s'attendre à ce qu'il y ait des contrôles justement sur la qualité de leur organisation, du contrôle de ce qu'ils font et aussi du suivi des cohortes de personnes qui ont obtenu leur certification. À quoi la certification sert-elle à la personne pour lui garantir la liberté de choisir son avenir professionnel ? Parce que la liberté de choisir son avenir professionnel, pour moi, elle repose sur la certification. C'est le papier que j'ai dans la poche qui démontre que j'ai les compétences de faire telle ou telle activité ou d'exercer tel métier. Et ça, c'est une certification qui a été de la valeur, puisqu'elle est reconnue par l'État, puisqu'elle est enregistrée dans un répertoire. Et donc, je pense que France Compétences va beaucoup lancer... Enfin, Stéphane va confirmer, mais une politique de vérification des moyens mis en œuvre par les certificateurs et les organismes de formation habilités à former pour bien faire quelque chose de sérieux sur tout ça. Peut-être que sur le sujet des contrôles, juste une mini remise en perspective, parce que c'est vrai que ça fait partie des questions du chat, il y a une espèce de foison là, de corps de régulation et de contrôleurs potentiels. Donc c'est vrai que
pour remettre un tout petit peu à plat les choses, quand on est un organisme de formation déclaré, le premier type de contrôle auquel on peut être assujetti, c'est celui de l'État, c'est-à-dire des services déconcentrés de l'État, incarné là par Stéphane Rémy, concrètement au niveau national. Mais enfin, c'est quand même le premier type de contrôle auquel on peut être exposé. Et là, c'est bien un contrôle de nature administratif et financier uniquement. Il s'agit là de s'assurer et de vérifier, grosso modo, que l'organisme de formation est en mesure de démontrer à la fois la réalité et le bien fondé de l'ensemble des prestations qu'il réalise au titre de son activité de formation professionnelle et qu'il a vocation accessoirement à déclarer dans le cadre de son BPF, son bilan pédagogique et financier qu'il déclare de façon annuelle. Donc ça, c'est le premier type de contrôle auquel on peut être assujetti quand on a un organisme de formation déclaré. Ce à quoi se superpose, mais parce qu'il est d'une autre nature, et ce n'est pas du tout le même type de contrôle malgré tout, même si c'est un contrôle qui ressemble beaucoup parce que, évidemment, pour les financeurs, il s'agit de vérifier là aussi, et encore, du bien fondé de la réalité de l'action de formation qu'ils ont financée, mais le scope est plus précis et plus sérieux parce que c'est le contrôle de services faits que peuvent réaliser les financeurs. Financeurs, c'est bien financeurs paritaires et publics qui financent sur les fonds légaux et conventionnels de la formation professionnelle les différentes actions qui relèvent du champ de la formation professionnelle qu'on a décrit tout à l'heure, donc les 4 catégories d'actions. Donc là, ça vient effectivement se superposer parce que ce n'est pas tout à fait de la même nature et d'ailleurs, ce n'est pas du tout les mêmes types de prérogatives dont disposent les financeurs quand ils font leur CSF versus les agents de contrôle de l'État. Mais donc là, c'est potentiellement tous les financeurs paritaires et publics qui ont vocation à vérifier que ce qu'ils ont financé correspondait bien effectivement à une action éligible et une action finançable, conformément à la fois aux textes légaux et aussi conventionnels, qui viennent préciser effectivement pour chaque catégorie d'action les conditions et modalités de financement. Donc ça, c'est, on va dire, une prérogative spécifique qui incombe aux financeurs. Et il se trouve que assez récemment, effectivement, la loi de 2018 a investi notamment les financeurs paritaires et donc les OPCO en sus de leur prérogative, on va dire, classique de contrôle de services faits, une deuxième prérogative qui est un contrôle dit qualité. Bon, je te laisserai en dire un mot, mais ça vient superposer, là, on va dire, effectivement, dans les typologies de contrôle auxquelles peuvent être exposés les organismes de formation. À côté de cette première série, on va dire, ce premier niveau de contrôle, on a les audits Calliope. Ah, t'en parleras mieux que moi, mais un audit Calliope, ce n'est pas un contrôle de service fait, ça n'a quand même globalement rien à voir, même si on tourne un peu toujours autour du même sujet. Bon. L'audit Calliope, il est raccroché à quoi? À une obligation bien spécifique, là aussi, qui est assez récente, qui est pour tous les organismes de formation déclarés qui prestent des prestations qui ont vocation à être financées sur fonds publics, dans le champ de la formation professionnelle, une exigence qui est de détenir une certification dite Calliope. C'est une marque déposée par le ministère du Travail. Et donc là, effectivement, il y a un référentiel à devoir respecter et des obligations à devoir vérifier de façon récurrente par effectivement un auditeur dans le cadre de cette certification Calliope. Je vais répéter. Voilà. Et puis, je termine sur l'exposé, mais effectivement, après, France Compétences, effectivement, est investie là d'une prérogative effectivement de contrôle d'une autre nature tout de même, mais qui impacte, on va dire, de façon peut-être un peu plus indirecte les organismes de formation, mais ça les concerne évidemment très directement dès lors qu'ils ont vocation à dispenser des formations qui préparent à des certifications enregistrées à l'un des répertoires nationaux. Là, on a des exigences assez précises qui ont d'ailleurs été récemment renforcées du côté de France Compétences. Et là aussi, évidemment, c'est dans un intérêt bien compris que de réguler ce marché de la certification professionnelle, entendu comme les certifications inscrites aux répertoires nationaux, donc RNCP ou RS, parce que finalement, le terme certification est maintenant beaucoup utilisé à la fois pour viser la certif Calliope, les certifications professionnelles. Donc, bref. C'est pour ça que je parle de certification qualité et de certification de compétences. C'est deux choses différentes. Voilà. Et quand on est chez France Compétences, on a une certification de compétences. Oui. Voilà. Et pour pouvoir faire la formation préparant une certification de compétences, il faut avoir la certification qualité, Calliope. Les deux marchent ensemble. C'est deux choses différentes. Et alors là, juste pour terminer, parce qu'effectivement, c'est un encart qui figure sur la slide qui a été inséré par Paul, à juste titre. Ce que vous avez sur la partie gauche de l'écran, c'est bien un extrait des conditions générales de la CDC qui, là, définit effectivement ses prérogatives en tant que financeur.
Absolument. La CDC, au même titre que les OPCO et les ATPRO, Pôle emploi et les régions et la GFIP. Voilà. Et je pensais juste à un point de détail, c'est pas toujours évident de s'y retrouver aussi sur les modalités d'intervention de ces financeurs tels qu'on vient de les exposer, donc ceux qui sont mentionnés au 63-16-1, et dont les modalités d'intervention sont assez différentes. Là, on prend l'exemple de la Caisse des dépôts, on l'a dit tout à l'heure, qui fonctionne sur les CGU, donc la souscription volontaire des prestataires de formation qui entendent être identifiés sur mon compte formation, sur l'appli, et les titulaires de compte. C'est une modalité originale. Mais c'est bien la Caisse des dépôts qui finance, à travers la CUFPA qui transite par France Compétences, qui lui donne cet argent pour pouvoir prendre au nom des titulaires de compte les engagements financiers. Quand on est du côté de Pôle emploi des régions, on est sur de la commande publique. On va retrouver d'ailleurs des modalités de service fait qui sont très encadrées par rapport aux clauses des marchés et donc du fonctionnement de la commande publique tel qu'il est prodigué par ces acheteurs. Ce sont des acheteurs publics de formation. Puis on a un autre modèle qui est celui plutôt des paritaires, des OPCO, des ATPRO, qui sont en remboursement, en prise en charge des parcours de formation. Et donc ces modalités sont un peu différentes et il faut néanmoins que l'on fasse progresser tout le monde sur un plan qualitatif. Donc, il y a à la fois la responsabilité du service fait, de la facturation sincère et on ne paye que ce qui a été presté et réalisé. Et il y a effectivement cette dimension qualité qui s'ajoute. Alors, il y a réflexion justement pour peut-être essayer de mieux articuler ces différentes modalités de contrôle, notamment lorsqu'il s'agit des OPCO, des ATPRO, qui du coup sont concernés à la fois par la partie contrôle de la qualité de l'action et d'une manière générale par rapport à la mobilisation de l'argent public qui est généré par la CUFPA, sur l'alternance, sur le PDC, moins de 50, etc. Donc, il y a sans doute des réflexions à avoir autour de ces articulations-là. Il y a aussi une question clé qui est l'échange d'informations. On est sur un état de droit, on est dans un état de droit, et donc ce qu'on pourrait souvent nous dire, mais pourquoi vous n'échangez pas les informations, etc. Ça se prévoit légalement. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de la loi CPF. Et donc, il faut des textes pour aussi organiser la fluidité des échanges entre les différentes administrations. Donc, ça peut être évidemment le cas avec la Caisse des dépôts, avec France Compétences, c'est mentionné tel quel dans le cadre du CPF, mais ça va au-delà. On va vers Tracfin, on va vers la BICAF qui lutte contre la fraude, vers aussi des instances vers le renseignement criminel de la gendarmerie, tous ceux qui aussi travaillent à la fois sur la prévention des risques de détournement en interne en France, mais aussi bien souvent avec des choses qui sont pilotées depuis l'étranger. Donc il faut aussi avoir conscience qu'on a affaire parfois à de la délinquance astucieuse et que ça rentre aussi en ligne de compte. Mais pour le reste, on est vraiment sur un enjeu de faire progresser le contrôle pédagogique et celui des certificateurs au sens de la détention de la certification déposée au RNCP ou au RS ont une responsabilité majeure sur les partenaires, sur les prestataires de formation qui vont habiliter et pour lesquels il y a cette relation de prestataires qui va aller vers les titres, les diplômes et là-dessus, clairement, on va renforcer effectivement les outils de régulation. Voilà, ça, c'est l'objet, c'est la raison pour laquelle CFS Plus a créé ce moteur de recherche de certification et de formation certifiante. C'est-à-dire, d'abord, intéressez-vous à la certification dont vous avez besoin pour les compétences que vous avez déjà, que vous voulez mettre en valeur ou que vous souhaitez acquérir. Et après, c'est un système qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire que la certification est quand même la base, hein. Et on a trop tendance à oublier la certification. Pour revenir juste sur le contrôle et Calliope, je vais redire ce que j'avais dit à Cannes, c'est-à-dire que... À Nice ou à Cannes? À Nice, non, à Cannes. À Cannes. Oui, à Cannes. À Cannes, oui, à l'université d'hiver de la formation Rosen, je me souviens. Pas Biarritz, voilà. Non, c'est pas Biarritz, c'était pas Biarritz. Mais c'était Cannes, absolument. Oui, mais c'était Cannes, parce que quelqu'un s'offusquait dans la salle où Stéphane intervenait, de dire mais c'est quoi ces contrôles, d'où sortent tous ces contrôles, etc. Et je suis intervenu pour dire, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il y a un article du Code du travail qui a été modifié le 1er janvier 2022, dans lequel on a rajouté une phrase, c'est « Les financeurs procèdent à des contrôles de la qualité des prestations financées ». Et ça n'existait pas, ça a été rajouté. Donc, moi j'aime bien répéter ce que dit ma fille Cathy qui nous a quittés, là, c'est Calliope, c'est pour inspirer inspirer confiance, hein, parce que voilà, on a confiance dans l'organisme de formation dont on a vérifié les processus. Hein, les processus, c'est inscrit sur le logo Calliope, mais la confiance, c'est que je suis pas le contrôle.
Voilà. Et donc, le contrôle, après, c'est pour le contrôle des formations et des formations certifiantes éventuelles qui ont été financées. On vient voir comment ça s'est passé. On fait un contrôle sur telle ou telle ou telle formation. Ce qui n'est pas fait dans le cadre de Calliope. Ce qui est fait dans le cadre de Calliope, c'est global. Et puis ça participe d'un objectif qui est d'une amélioration continue. Hein. On est dans cet objectif partagé. Après, le but du jeu, c'est quand même de trouver des réponses aux problématiques d'entreprise, aux problématiques de salariés, d'individus, de demandeurs d'emploi. Et c'est aussi ça l'enjeu de la qualité, c'est aussi le résultat à la fin des parcours. Et donc, c'est normal qu'on s'en assure. Encore une fois, on l'a tous bien partagé lorsqu'il y a de l'investissement public qui est mobilisé. On parle de milliards d'euros, donc on n'est pas sur un petit investissement, on est sur un investissement national majeur qui est l'obligation nationale de formation professionnelle, parce que derrière, c'est la compétitivité des entreprises, c'est la croissance économique. Enfin, c'est aussi notre intérêt bien compris dans une période où, moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est parfois sujet à certaines incertitudes. Juste un dernier point avant de conclure ce superbe webinaire. Le rôle du GIE Datadog dans les contrôles, en particulier mutualisés, etc. Parce qu'il y a eu un moment où beaucoup de CFA étaient offusqués par le travail de Datadog, enfin du GIE Datadog, et en particulier qui envoie des personnes faire des contrôles qui n'ont pas forcément les capacités de le faire. Enfin, bon. Bon, moi, je ne suis pas là pour parler à la place du GIE. Ce qui est positif dans l'action du GIE, c'est d'abord d'avoir cherché à mutualiser les moyens au titre des OPCO, des AT-Pro, de la région Normandie, de la NFH, de FAF. Donc, c'est déjà ça, parce que tout le monde ne l'a pas fait. Donc, côté, je dirais, positif, rappelons quand même qu'il y a une démarche, une volonté, justement, de regrouper et de mutualiser les contrôles, ce qui est appelé d'ailleurs par les textes, et d'éviter justement une succession de contrôles supplémentaires. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une mutualisation à condition qu'il n'y ait pas aussi des contrôles derrière. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui s'est produit. Là, ce qui a pu être moins pertinent, même si on pouvait le comprendre en option, ils n'ont pas travaillé sur un référentiel spécifique au contrôle de la qualité des actions pour éviter d'ajouter un nouveau référentiel dans le paysage. Mais je pense que, quelque part, c'est peut-être ce qu'il aurait été souhaitable de faire pour le différencier de manière plus fine par rapport au référentiel Calliope, dont on a dit qu'il était objet de processus, etc. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir pour bien identifier de manière partagée, parce qu'il n'y a pas que le GIE, on a dit, il y a Pôle emploi, il y a les régions, il y a les financeurs, les OPCO, et essayer de travailler, au fond, sur le référentiel de la qualité d'une action. Et ce n'est pas simple, hein, parce que la qualité de l'action, c'est aussi les bénéficiaires qui la font. Si vous n'investissez pas dans votre parcours, vous pouvez avoir le meilleur formateur du monde, ça ne sera pas bon à la sortie. Donc, les questions sont quand même complexes, mais peut-être qu'il aurait fallu aller davantage sur cette partie-là et mieux articuler aussi la notion de contrôle qualité avec celle de service fait, mais on y travaille, on y avance avec le GIE compris, et on peut, on peut les saluer aussi sur l'action de mutualisation qu'ils ont mis en place. C'est un sujet intéressant. En avance de phase sur la loi d'ailleurs. Parce que le GIE est effectivement une initiative collective des OPCO et des FONGECIF à l'époque. Et depuis, effectivement, la loi de 2018 a reconnu cette possibilité de mutualisation des contrôles. Absolument. Voilà, on n'a pas fait le bilan Calliope, désolé, mais bon, on peut le faire en quelques… Bon, il y a plus de 40 000 organismes de formation qui sont aujourd'hui Calliope. Alors là aussi, j'entends parfois dire, il y a ceux qui vous disent que Calliope, c'est trop facile d'accès, ceux qui disent c'est trop compliqué de l'avoir. Bon, la vérité doit être à peu près au milieu, et puis ça dépend aussi de la manière dont on le vit, de la manière dont on investit aussi la démarche qualité. Si on en fait quelque chose de perçu comme contraignant sur le plan administratif, c'est peut-être pas effectivement très positif. Si on en fait une démarche de management de qualité ou de développement de ses prestations, de sa réflexion sur la manière de travailler et ses marchés, ça a beaucoup plus d'intérêt, et on a aussi ce genre de retour. Donc, tant mieux. Je veux juste souligner sur les plus de 40 000 organismes qui ont donc cette certification Calliope, donc certains l'ont au titre du bilan, VE ou apprentissage. On a plus de 120 000 organismes de formation au moment où on se parle en France. Donc, vous voyez que les ratios sont aussi à prendre en considération. Alors, on pourrait me rétorquer aussi que tous les organismes n'ont pas vocation à avoir Calliope, et on est bien d'accord avec ça, même si de plus en plus, certains prestataires qui n'en ont pas besoin viennent la chercher parce que c'est une marque. Et puis, c'est une marque aussi de confiance. Voilà, et l'explosion des numéros de déclaration d'activité peut aussi s'expliquer par la sous-traitance, l'obligation de numéros de déclaration d'activité pour les sous-traitants qui, eux, ne demandent pas forcément Calliope. Et encore une fois, et pourtant, on l'a dit dès le départ, l'idée n'était pas de piéger l'offre de formation ou d'empêcher les petits d'accéder au marché, parce que c'était ça les premières remarques et les critiques.
Non, la preuve, on peut accéder à Calliope, y compris pour des travailleurs indépendants. C'est important aussi de le dire. Il y a un certain nombre de travailleurs indépendants qui ont cette certification et qui l'ont obtenue sans grosse difficulté, même si c'est vrai que c'est un coût, c'est pas négligeable. Mais voilà, c'est aussi la garantie d'avoir une marque qui est aussi une marque que l'on peut opposer vis-à-vis de ses clients, en tout cas qu'on peut présenter à ses clients. Voilà, alors juste remercier aussi la DGFP pour les nouveaux questions-réponses qui vient de sortir. Je vais le mettre dans le PDF qui sera mis en téléchargement avec le replay. Parce que ce que je mets en téléchargement avec le replay, c'est ce qu'on a sous les yeux, plus ce qu'on veut, puisque c'est téléchargeable et c'est plus utilisé pour la présentation de notre intervention. Donc, je le mettrai, le question-réponse, en annexe. Et puis, je mettrai aussi en annexe le travail du FOD, du Forum des acteurs de la formation digitale, auquel nous participons activement, Sabrina et moi. Et nous avons sorti justement un guide aussi qui est, et quand vous faites de la formation à distance, de la formation en distanciel, quels éléments de preuve vous pouvez donner par rapport aux indicateurs Calliope? Absolument. Parce que c'est pas prévu spécifiquement dans les indicateurs Calliope. C'est un travail assez riche que nous avons fait et que je mettrai également en annexe. Alors, ça me permet de répondre à la question, est-ce qu'il y aura une V8? Oui, il y aura très vraisemblablement une V8 compte tenu des évolutions récentes, notamment l'arrêté du 31 mai et puis le travail aussi qui a été conduit ces dernières semaines, derniers mois avec les représentants de la formation qui ont rebalayé le référentiel. Mais par exemple, sur les modalités à distance, il y a des choses qui peuvent être prises en compte dans le référentiel Calliope, mais on ne peut pas à chaque fois adapter un référentiel à toutes les modalités de formation qui évoluent sans cesse et qui s'hybrident. Donc, on en a évidemment dialogué avec le Forum des acteurs du digital. On soutient évidemment la démarche du guide des formations et de la charte qui vient d'être proposée à signature par le FOD. Mais vous imaginez bien qu'on pourrait aussi dupliquer sur les formations en situation de travail ou sur d'autres modalités. On n'est pas là pour traiter la modalité pédagogique dans le référentiel. On peut avoir une approche commune à tout type d'action de formation. Et puis après, il peut y avoir des choses qui viennent en appui, en écho, en précision. C'est le sens du travail qu'a accompli le FOD et c'est tant mieux parce qu'on est sur un objet vivant. Voilà, je crois que c'est important justement ce petit travail important que nous avons fait au FOD, qui est quand même très utile pour ça, mais effectivement, ça ne mérite pas nécessairement d'être inséré de toute façon, ça ne pourrait pas être inséré dans le référentiel, puisqu'il faudrait refaire un nouveau décret. Donc, oui, puis il y a des choses qui relèvent de la contractualisation entre les acheteurs et les financeurs qui ne sont pas dans l'objet de Calliope. Voilà. Donc, on est plus sur une forme de question-réponse traitant de la question de la formation à distance. Je me reste à vous remercier tous les deux pour la qualité de vos interventions, toujours très riches. Le webinaire est terminé, vous pouvez le commenter, vous pouvez le noter. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire à partir de ce soir ou demain matin, à la fois sur Webikeo avec un très joli nouveau logo, et puis sur notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez cliquer sur les deux. Et puis on se donne rendez-vous pour notre prochain webinaire le 19 octobre, donc dans pas longtemps, dans 9 jours. Puisqu'en fait, le webinaire d'aujourd'hui, c'est celui de septembre qui a été décalé. Et donc, notre webinaire d'octobre, ce sera le 19. Et sur les règles à respecter quand on dépose au répertoire national ou au répertoire spécifique un dossier. Et puis, on parlera à nouveau beaucoup de la partie du contrôle, des engagements. Qu'est-ce que ça veut dire être certificateur de compétences et qu'est-ce que ça veut dire être organisme de formation préparant à des certifications reconnues par France Compétences. Et puis, le 23 novembre, on continuera le webinaire d'aujourd'hui et on étudiera un petit peu les projets, la réglementation en 2024. Ce sera un peu prospectif. C'est la commission qui siège au sein de France Compétences. Voilà, c'est un peu prospectif. Voilà, merci à vous, merci de votre participation et puis à très bientôt. Merci Paul également pour tout. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Les amis, je me sauve parce que je suis déjà un peu en retard et je